donc chaque semaine pendant 3 mois. Nous avons décidé donc de faire 4 saisons, si bien sûr la série fonctionne. C'est un genre, donc notre série est du genre plutôt fantastique, science-fiction et drame. L'histoire de notre série, donc c'est sur une planète, il y a plusieurs milliers d'années, sur une planète qui s'appelle Morbifaxior. Donc 3 factions, 3 clans qui habitent ensemble en harmonie, avec 3 sortes de pouvoirs différents, des télépathes, des télékinésistes et des surhommes, qui donc vivent sur cette planète. Cette planète est protégée donc par une pierre magique gardée par des oracles. Cette pierre magique donc les protège d'une maladie qui provient donc de la Terre et qui se diffuse dans l'atmosphère, donc dans l'air. En respirant cette maladie, en respirant donc ce virus, leur corps est de plus en plus lourd et ils se pétrifient et deviennent de la pierre. Malheureusement, donc l'harmonie ne va pas durer et donc les guerres vont arriver avec des prises de pouvoir, de territoire. Les oracles observant ceci vont être furieux et pour les punir vont briser la pierre en 3 parties, ainsi que le continent où ils habitent, et ils vont répartir les 3 pierres sur chaque continent. Plusieurs milliers d'années plus tard, donc les enfants des enfants vivent avec cette maladie qui devient de plus en plus présente, de plus en plus forte, parce que donc les pierres qui sont réparties les protègent toujours, mais sont un peu affaiblies comme une batterie qui n'est plus chargée. Les médecins essaient de trouver donc des remèdes, ainsi que les scientifiques, mais ils n'arrivent plus à repousser facilement la maladie. Un jour, un oracle décide donc de leur donner une chance, de se dire voilà, ils ont évolué, on va leur redonner une chance de revivre normalement, et leur annonce qu'en réunissant les 3 pierres, ils pourront guérir leur maladie et guérir donc leur clan. C'est ainsi que les 3 clans vont partir à la recherche et se battre pour récupérer les 3 pierres, pour sauver leur clan. Donc c'est une course à la survie. Alors, je vais expliquer l'aspect graphique. Donc voilà Morbifaxio actuellement, dans l'actualité. Les 3 continents sont séparés, et dans chaque continent, il y a une faction ou un clan. Donc Thénacie est représenté par la couleur jaune, Magna par la couleur rouge, et Intus par la couleur bleue. À la périphérie des villes, on ne peut pas trop s'aventurer parce que les gens commencent à être plus susceptibles à attraper cette maladie qui est présente dans l'air. Et niveau décor, on a des villes un peu grandes, très modernes en fait, mais quand même un peu magiques, qui ont un côté surnaturel, même si c'est quelque chose d'assez moderne. Donc, choisis ton clan, vous pouvez choisir votre personnage, ou plutôt votre leader de clan, parce que là, on a les surhommes, qui sont représentés par ce symbole-là. Ça représente 1, 2, 3, 4, 5 sens, qui sont en fait très évolués par rapport aux sens normaux des hommes. Celui-là qui est le télépathe, donc représenté par un lien qui se fait entre les esprits. Il peut créer un lien entre les esprits et les cerveaux. Et les télékinésistes qui ont le pouvoir de léviter, de faire léviter des objets. Donc là, dans notre site internet, quand on se connecte, on peut répondre à un test de comment on dit ça ? Un test de personnalité, c'est ça. Et selon leur personnalité, on va leur choisir un clan. Donc voilà les différents types de personnalités de chaque personnage. Là par exemple, on voit le télépathe qui a un regard assez malicieux comme ça. Donc tout va aller dans le sens de choisir le clan des personnages qui vont s'immerser dans le projet. Donc pour notre transmédia, en fait, est assez original du fait qu'il comporte une série et à côté de ça, un jeu vidéo, un site internet, des jeux concours qui permettront aux joueurs d'accumuler des points pour influencer la suite de la série en fait à la fin de chaque saison. Donc le site internet qui comprend 3 jeux, donc un par clan, donc c'est des petits jeux qui sont plutôt caractéristiques par rapport à chaque camp, chaque faction. Le site internet permet de s'inscrire tout simplement, comme le disait Valentin juste avant, et de récolter des informations supplémentaires par rapport à la série. Il y aurait des dérivés de ces 3 petits jeux sur tablette, sur smartphone, donc qui permettront aux joueurs d'accumuler des points un peu partout, dans le train, machin, s'ils veulent s'amuser, donc au quotidien, un peu tout le temps. Des événements seraient organisés à la fin de chaque saison, sur tout un week-end, en fait, et ça regrouperait les joueurs qui ont envie d'y participer et tout ça.
Et donc qui leur apporterait plus de points que les petits jeux où ils peuvent jouer tout le temps, tout ça. Donc ils auraient plus d'intérêt à participer à ces événements qui se passeraient dans la vie réelle en fait. Vous arrivez au bout des 5 minutes. Hein. Ah, Voilà. ok. D'accord. Donc il y aurait une annonce au 4e épisode, parce qu'au début on n'annoncerait pas en fait le principe que les gens puissent interagir avec la série en fait. Donc ça serait annoncé au 4e épisode. Et donc on vise comme communauté les one-click, les séries addicts et les gamers. Donc qui sont quand même une bonne grosse communauté. Donc par exemple quand on regarde les sites jdr.com, séries addicts ou même les fan clubs de Heroes qui peuvent regrouper jusqu'à 45 000 fans. Donc voilà, on englobe à peu près tous ces gens-là. Donc en fait, moi je vais un peu vous expliquer le principe du site. Sur le site, donc comme vous l'a dit Gauthier, on peut avoir des informations sur la série, on peut aussi s'inscrire au mini-jeu. Et alors on a 15 propositions pour lesquelles chaque personne pourra donner son avis pour des propositions qui influenceraient la suite de la série. Et les gens qui veulent... Enfin, il y a moyen de le faire sans s'inscrire. Maintenant, pour les personnes qui veulent jouer au mini-jeu, elles doivent s'inscrire et au moment de l'inscription, elles seront soumises à un test de personnalité donc en rapport avec les 3 leaders qu'on a vus juste avant et seront envoyées dans un des clans. La personne qui n'a pas envie d'être dans le clan dans lequel elle peut passer des tests par rapport au mini-jeu et alors devenir espion. En fait, les 3 mini-jeux ont 3 caractéristiques. Chaque jeu a un rapport avec chaque clan, comme par exemple ici on a pris Temple Run, qui est un jeu plutôt aventure, qui aurait un lien avec le clan des surhommes. Une personne comme les télépathes qui fait partie, qui voudrait jouer au jeu des télékinésistes et des surhommes, donc par exemple, quand elle gagne dans le jeu des 2 autres clans, elle doublerait ses points, et au contraire, un espion, quel que soit le jeu dans lequel il joue, il divise ses points par 2. En fait, le principe des points est assez important par le fait qu'au bout de 1 mois, les 10 meilleurs joueurs de chaque clan dans chaque pays seront invités à participer au combat final dont va vous parler Joe. Donc je vais vous parler du combat final. Donc ça se déroulera 1 mois et demi après le début des jeux. Une liste sera émise et donc dans chaque pays de chaque clan. Et au final, on réunira 30 joueurs, les 30 meilleurs joueurs de chaque pays, c'est-à-dire 10 de chaque clan, pour un week-end de jeu style Interville. C'est-à-dire que du coup, il y aura autant les meilleurs joueurs qui participeront, mais aussi les autres qui peuvent y participer à plus petite échelle. C'est-à-dire, les meilleurs joueurs, eux, participeront à des jeux qui auront pour but de ramener les 3 pierres à leur propre faction. Et tout cela sera retransmis à travers des casques virtuels au style Google Glass qui aussi permettront aux porteurs avoir l'illusion d'avoir ses propres pouvoirs de son clan et de les utiliser dans le jeu. Les autres joueurs du public pourront ainsi partager, via les Google Glass des joueurs dans la partie, pourront partager des informations sur les équipes adverses et, pour aider ses propres joueurs. Et les espions auront pour but de malmener le clan qui nous trahissent. C'est la fin. Au final, il y aura un total mondial qui sera conclu avec les scores de chaque partie qui a été faite. Et au final, c'est le clan qui aura remporté le plus de points qui pourra décider parmi les 5 dernières propositions de la fin de la série, de la saison, et décideront ainsi de la suite des événements. Voilà. Bonjour, nous sommes le groupe 4, les Antragas, et nous allons vous présenter notre projet qui est donc une traque à la légende à la recherche du livre maudit. Et je vais laisser la parole à notre historienne qui nous a fait une petite vidéo pour nous expliquer tout cela. Alors, désolée d'interrompre votre journal si vous regardiez la télévision, mais la situation est vraiment très très grave. Je m'appelle Terence Yafabula et je suis historienne spécialisée dans le domaine des légendes. Je travaille pour la ville de Namur. Vous avez dû remarquer des faits étranges, des voies ferrées bloquées, les voitures ne pouvant plus circuler. Certaines personnes racontent même que lorsqu'elles se prennent en photo dans la ville de Namur, des fantômes apparaissent. C'est vraiment, vraiment pas normal. En fait,
Je crois que c'est vraiment de ma faute, parce qu'il y avait ce livre et je l'ai pris dans une brocante, je l'ai ouvert, il ne fallait pas l'ouvrir, je ne savais pas forcément ce qu'il y avait dedans, et donc j'ai regardé. Le problème, c'est que ce livre était magique. Je ne sais pas exactement d'où il vient, ni ce qui s'est passé, mais en tout cas, il y a des légendes qui en sont sorties. Vous avez pu voir par exemple quelques images de Blanche de Namur, des légendes vraiment propres à Namur. Il y a moyen de fermer le livre et d'empêcher que tout cela se passe, et donc j'ai trouvé une solution. Elle se trouve dans les pages même, on peut trouver une formule magique. Ça peut paraître facile, vous me direz, mais le problème c'est que les pages contenant la formule se sont envolées. Je voudrais bien sortir de chez moi, mais le problème c'est que maintenant les gens me traquent et j'ai peur, j'ai vraiment peur, je ne peux pas. Il faut que quelqu'un aille chercher les pages à ma place. Donc moi je vais vous parler d'une des légendes qu'il y aura dans notre jeu. Donc c'est la légende de Blanche de Namur. Alors en fait, c'est l'histoire d'un roi norvégien qui parcourait l'Europe pour essayer de trouver une épouse. Et donc, un jour, il a rencontré Blanche de Namur, la fille du comte de Namur, et il la trouva si belle qu'il décida de l'épouser, et donc il l'emmena avec lui en Scandinavie. Et cette jeune femme, Blanche de Namur, ne revint plus jamais à Namur. Malheureusement, sa sœur, Marie de Namur, tomba elle aussi amoureuse du roi, et elle tomba folle de jalousie quand elle se rendit compte que sa sœur était partie avec lui à sa place. Donc elle est restée à Namur et elle est tombée dans un profond chagrin, dégoûtée de ne pas avoir pu quitter sa ville comme sa sœur. Et depuis ce temps, elle hante la ville de Namur pour essayer de faire subir le même sort aux gens de Namur, les empêcher de quitter Namur. Voilà. Donc là, on a quelques mises en situation où on voit apparaître le fantôme de Marie de Namur. Alors ça, c'est l'autre légende. C'est l'homme qui sera apparu à Namur. Alors, on voit qu'il est habillé de façon hyper moderne, alors que tous les autres sont habillés dans le style des années 30. Voilà. Ah oui, donc après, il y aura aussi beaucoup d'autres légendes en rapport avec Namur qui apparaîtront dans l'histoire. Donc ce sera souvent des légendes inspirées de faits réels. Donc il y aura la légende du cheval qui a traversé la Meuse d'un seul pont. Il y aura la légende sur les origines de Namur. Et il y aura une légende comme quoi Namur a été construit sur un cimetière gallo-romain. C'est pas grave. Il vous reste 2 minutes. Alors, je vais vous expliquer la conception du logo. Donc, le logo représente Parle un peu plus fort, Nathalie. Je suis pas sûre que vous t'entendre. Donc, ça représente une boussole pour représenter donc, le jeu de la chasse au trésor qui va vous faire découvrir tout au long du jeu les différentes légendes et comme ça, et ainsi aider l'historien. Alors, pour les médias et les applications. Alors, tout d'abord, on commencerait, donc ce serait un jeu. Pour arriver à ce jeu, on aurait besoin d'un faux flash info, donc l'utilisation de la télé. À partir de là, il y aurait les réseaux sociaux, donc les gens commenceraient à parler, soit sur Facebook, sur Twitter, etc. Ensuite, on aurait le site web pour que les gens puissent parler du projet sur le forum et aller découvrir les différentes légendes. Il y aurait une application via smartphone, donc la réalité augmentée. Donc les gens se baladeraient dans la ville de Namur avec leur smartphone et ils pourraient voir l'emplacement où sont les légendes juste
justement, par exemple, un fantôme ou autre chose. Et ensuite, on aurait le fameux grimoire en récompense pour le gagnant du jeu. Donc, voilà. Donc ça, c'est la zone de Namur où se passeraient les légendes. Et donc, ici, donc, voilà, on aperçoit via tablette, iPad, smartphone pour la réalité augmentée. Et alors, on aurait aussi l'utilisation d'un QR code pour que les gens puissent être redirigés sur le site pour voir les différentes légendes. On a fait une simulation du site directement en codage. Et donc, sur la page d'accueil, on retrouverait les différentes légendes sur lesquelles on pourrait switcher. Donc, on aurait la page Facebook, la page Twitter, les pages du jeu, le forum de discussion et une chatbox. Techniquement, on pouvait voir les légendes en cliquant sur le module, mais à mon avis, Internet Explorer a tout bloqué. Et donc, voilà la simulation. Et on continue. Alors, notre projet vise surtout une tranche d'âge qui va de la quinzaine à 40 ans à peu près. Parce qu'en fait, on vise les gamers en général, les rôlistes aussi, les gens qui aiment bien sortir et se retrouver pour faire des simulations dans la réelle de jeu, quoi. Et ainsi que des fans de science-fiction qui seraient intéressés par l'univers du paranormal. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour, nous allons vous présenter notre projet Rising. En gros, c'est un projet dont le principe est d'empêcher le sanglier, PDG de la plus grosse entreprise agroalimentaire du monde, de désertifier la terre en invitant des gens à cultiver leur propre jardin chez eux. Après, on voit les différents aspects de notre logo. Donc pour le Big Vision, nous avons censé une série d'associations qui vont dans le même sens que nous. Globalement, ce sont des associations qui luttent contre la mondialisation, donc pourquoi produire loin à la fois produire local, et qui invitent, donc ils sont tous dans cette idée de faire de l'agriculture locale pour faire moins de déplacements de marchandises. Donc nous avons par exemple le mouvement Colibri, qui est un mouvement français pour la terre et l'humanisme. Le mouvement ATTAC, ça veut dire Association pour la taxation des transactions et l'action citoyenne. C'est un mouvement anti-mondialisation. Le RCR, c'est une SBL belge qui organise des groupes d'achat communs, des potagers collectifs. Le réseau Transition des Porcs, qui recense toutes les initiatives qui vont dans ce sens-là. Les vecteurs de croissance, qui sont partout dans le monde aussi. Le magazine Kaizen, qui change le monde pas à pas, donc c'est ça, chacun fait sa petite partie, et au fur et à mesure on fait quelque chose de bien. Les Amis de la Terre, et Combat Monsanto, qui est le site qui regroupe toutes les initiatives qui combattent Monsanto. Voilà. Et alors voici la carte du monde, avec le fameux désert dont on vous a parlé. C'est là qu'on pourra suivre l'évolution de ce dernier, et on pourra regarder aussi par pays, avec les statistiques, comme celle-ci, quelle est la production en pourcentage de tel ou tel légumes et fruits produits par les utilisateurs. Alors voici la page d'accueil de notre site web. Donc on y retrouve l'actualité concernant l'agriculture. On a aussi accès à la carte du jeu et aux statistiques, ainsi que les événements à venir qui défilent en haut. Ensuite, dans la partie communauté, on a accès aux forums et aux trocs qui permettent de gagner des points. Et avec ces points, on pourra les échanger dans la boutique, où on peut recevoir en échange des graines ou du matériel de jardinage.
Alors, le potager donc, rassemble toutes les données enregistrées par le joueur concernant les semis et les dates de récolte. Donc, voici l'application. Donc le potager est également accessible donc, sur cette application et on a également accès à un calendrier qui permet de recevoir les notifications par rapport aux récoltes, aux arrosages et aux semis. Alors, on aura également une web-série et à chaque fois que, comme on a expliqué avec la carte du monde, il y aura des statistiques que les utilisateurs de l'application en feront. Et à chaque fois qu'il y aura un pic dans les statistiques, donc par exemple dans un pays concernant un légume ou quoi, on sortira une web-série qui implique donc ce pic, enfin ce changement dans les statistiques. Et donc ça permettra aussi d'introduire les événements, donc si le désert grandit ou rétrécit. Alors, les personnages de la web-série, là c'est les gentils légumes et l'homme jardinier abeille, enfin voilà. Ensuite, il y en a d'autres ici. Et ça c'est le méchant homme sanglier, businessman. Voilà. Et donc l'histoire de la web-série consisterait justement à ce que dans un monde parallèle, ce sanglier, c'est le directeur d'un gigantesque supermarché qui est vraiment dans l'hyperproduction. Et il fait tout pour s'étendre, pour gagner de l'influence et être le seul à vendre. Seulement le jardinier va se défendre hardiment pour conserver ses terres que le sanglier d'affaires convoite. Et le jardinier, par son amour de la nature, tentera de montrer à quel point c'est important de consommer des produits sains, comme ceux qu'il fait pousser. Et donc, comme on l'avait dit, les statistiques qui seront évaluées sur le site auront donc un impact sur la réussite ou non du jardinier dans chaque épisode produit. Et donc, pour finir, nous avons donc un site qui est à la base du projet, qui sera synchronisé avec l'application qui permet vraiment uniquement la gestion de potager. Et enfin, la web-série évolutive en fonction des statistiques récoltées sur le site. Voilà. Bonjour à tous. Alors, nous sommes le groupe 7, je présente Sophie, voici mes collègues, Laurie, Laurine, Violette, Alice, Jessica et Sarah. Alors, en gros, il s'agit d'un jeu de pistes semi-réel où il y aura des enquêtes dans semi-réel parce qu'il y a une partie qui va se passer dans les médias, BD, radio, smartphone ainsi que site web. Et une partie où les gens feront une enquête dans les rues de Namur. Il y aura une série d'énigmes et autres jeux de réflexion qui sera mené par un enquêteur de police raté. Et nous, en tant qu'utilisateurs, on va être son assistant. Voilà. Voici notre logo. Le cas vient de Clava, le pseudonyme de notre enquêteur. Terme matrioche vient de matrioshka pour les poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres et qui est un élément important du jeu parce qu'on les retrouvera sur les scènes de crime comme la signature du meurtrier. Alors, les joueurs ils disposent d'une carte qui est située sur le site web et qui va leur indiquer les lieux où ils doivent se rendre afin de faire un jeu de piste en taille réelle. L'ambiance du jeu est quand même sombre, dans le genre de Sin City, et il y a une opposition entre les décors qui sont très sérieux et le personnage qui est maladroit et féminin. Ok, je suis pas assez féminine pour notre chère audience, visiblement. Quoi qu'il en soit, ce contraste apporte une touche de folie et la personnalité du personnage qui est très décalée adoucit le côté dramatique de la situation qui, en fait, elle est très, très grave. Alors, Lionel Gérard est notre personnage principal. Et il est enquêteur raté de la police de Namur. Il a 25 ans. Pour des raisons profondément obscures, il préfère qu'on l'appelle Clava de Wide. Il est curieux et maladroit. Il connaît beaucoup, mais ne sait pas grand-chose. Ceci dit, c'est un bon observateur. Il est sensible et a peur des chats. Pour ce qui est du schéma transmédia, donc en gros,
l'histoire sera amorcée par une BD dans laquelle le lecteur serait plongé. Donc, ça parlerait donc d'une enquête menée par notre cher Cava. Et donc, dans cette BD seraient dissimulés des QR codes et des petits indices. Et donc, par exemple, en scannant avec notre smartphone, eh bien, on pourrait avoir accès à des séquences animées, des flashbacks, des indices en particulier par rapport à l'enquête réelle. Et donc on aurait également un site web à la disposition des utilisateurs qui informerait les gens qui souhaitent jouer des endroits où pourraient prendre lieu de certains événements relatifs à l'histoire et à l'enquête. Voilà, donc il y aurait un jet de piste, et dans ce jet de piste comprendrait le lieu où a été retrouvé le corps de la victime, ainsi que d'autres lieux clés. Par exemple, le dernier lieu où on a vu la victime, un lieu de rendez-vous qui a été donné, des domiciles. Et donc, dans ces lieux-là, on pourra retrouver des affiches. Sur ces affiches, il y aura des QR codes qui donneront une énigme, en fait. Et là, Clava, bien entendu, elle nous demandera de la résoudre nous-mêmes parce qu'elle connaît la réponse. Et donc, une fois qu'on a résolu l'énigme, eh ben, ça nous donne l'accès à une vidéo ou un indice qui nous permet de résoudre l'enquête. Le site web servira aussi de base de données où tous les indices seront repris, enfin les indices qui ont déjà été découverts par la communauté des gamers. Et si de nouvelles personnes s'intéressent au projet, elles auront donc accès à ces indices. Oui, car des séquences audio comme des conversations ou des enregistrements passeront également à la radio à certaines heures pour permettre d'avoir encore plus d'indices sur l'enquête. Et ceux-ci seront également répertoriés sur le site web pour les gens prenant la chose en compte. Voilà. Et donc, une fois que les indices retrouvés, l'enquête est terminée. Le volume suivant de la BD reprendra toujours la fin de la précédente, pas que l'utilisateur soit perdu. Et le tout premier joueur finissant le jeu apparaîtra dans le volume suivant sous forme de personnage. Et les gagnants suivants gagneront des séances dédicaces avec l'auteur de la BD. Donc bonjour à tous. Nous on est le groupe 9, donc composé de Yannick, Clémentine, Jérémy, Pierre-Guillaume et moi-même Camille. Nous on va vous présenter le projet Kipewa. Donc Kipewa en fait c'est une expérience de jeu immersive et inédite qui pousse les joueurs à sortir de chez eux et à changer leur perception du jeu vidéo via un jeu outdoor en réalité augmentée et une communauté qui s'organisera autour de ce jeu. Donc, je vais vous parler de l'histoire en fait des Kipewa, puisque les Kipewa sont un peuple de petits êtres, de tout petits êtres donc, qui vivent sur la couche d'ozone. Donc ils vivent juste au-dessus de nous, depuis toujours, sans savoir que nous, en fait, on est une planète juste en dessous d'eux et un peuple qui s'est organisé aussi depuis des milliers d'années. Ils vivent pacifiquement, organisés en petites tribus, ils ont leur faune, leur flore, leur écosystème. Et en fait, le jour où, à cause de nous, méchants humains, la couche d'ozone a commencé à se dissiper et donc à faire des trous, ils sont tombés à travers ce gruyère directement sur la planète Terre. Et alors ils se sont retrouvés là, livrés à eux-mêmes, complètement démunis, sans leurs outils, sans tout ce qu'ils avaient développé finalement en tribu, sans leurs outils de chasse, etc. Et ils se sont retrouvés en fait finalement incapables de se débrouiller tout seuls. Et ils ont essayé de communiquer avec nous. Sauf que le problème, c'est qu'on ne les voit pas. Nos yeux ne sont pas faits pour les voir. Ça ne marche pas, tout simplement. Du coup, ils sont tombés sur la couche d'ozone et pendant 5 décennies, ont essayé de communiquer avec nous, de nous faire coucou. Et tout ce qui est les verres qui tombent, les tiroirs qui claquent, vous ne demandez pas qui c'est les Kipewa. C'est eux qui essayaient de nous appeler, de nous faire coucou, par tous les moyens possibles. Et le jour enfin où ils trouvent le moyen de communiquer, plutôt où ils parviennent à communiquer, car c'est nous qui trouvons le moyen, on vous l'expliquera après, ils arrivent enfin à communiquer avec nous via nos smartphones, tablettes et consoles portables. C'est là que commence le jeu. Et c'est là qu'en fait, ils vont enfin pouvoir nous demander de les aider. Alors, de les aider comment? D'abord, de les aider à les protéger. Parce que leur faune, qui est tombée en même temps que sur la Terre, de créatures, de monstres un peu bizarres,
s'est mis à se multiplier et a envahi un peu la Terre finalement, toujours sans que nous ne puissions les voir. Ils se sont mis à harceler l'équipe EWA et l'équipe EWA ne pouvait rien faire et ils sont finalement menacés d'extinction par cette faune. Donc il faut que nous, humains, intervenions sur la faune, les éliminions, les capturions, faisions quelque chose pour ces petits êtres. On est déjà à 4 minutes. Ouais, je sais, c'est un peu ça passe trop vite. La deuxième façon, je finis vite, c'est en fait de les aider à construire des vaisseaux, des dirigeables, des choses comme ça, pour qu'ils puissent retourner chez eux et qu'ils puissent communiquer en fait avec leur civilisation, sachant que finalement, ils n'ont aucun avenir sur la couche d'ozone et qu'ils ont besoin de rester sur Terre. Le dernier problème qui vient de la faune, c'est qu'en fait, cette faune qui est indésirable sur Terre, elle a un drôle d'effet sur nous. L'équipe EWA, avec des années d'observation, ont compris qu'en fait, c'était cette faune qui créait cette espèce d'addiction aux nouvelles technologies qu'on voit de plus en plus de nos jours. Et le problème, c'est qu'en fait, ils stimulent nos cerveaux, ils nous rendent avides de progrès, on va de plus en plus vite, on va de plus en plus loin. Et si on n'agit pas vite, on va se retrouver dépassé et on finira par être esclave de cette technologie qui nous dépasse. Voilà. L'équipe EWA, qui sont des êtres tout petits qui nous arrivent de la hauteur du monde. Dans leur monde, donc sur Kipo, c'est un peuple pacifique qui chasse que pour se nourrir et ils révèrent des esprits de la nature via leur chaman. De nature, ils sont craintifs, surtout à cause de grosses bêtes qui rôdent autour de leur village, donc ils ont appris à s'organiser en petites communautés. Mais ils sont de nature caractérielle, donc ils passent leur temps à s'engueuler et à se moquer les uns des autres. D'ailleurs, on les voit souvent se gifler pour les broutilles et se réellement juste après et repartir à leur activité. Ils sont aussi bavards et espiègles. Voilà, c'est donc souvent de leur congénère gentiment. Ils aiment beaucoup répéter tout le temps ce que l'autre dit, comme des perroquets. Non, pas comme des perroquets. Non, le jeu, leur jeu, ça s'appelle le perroquet. Et c'est ça, c'est de répéter ce que l'autre dit. Et leur principal défaut, c'est qu'ils ne sont pas très débrouillards. Ça ne posait pas de problème dans leur monde parce qu'il y avait un vieux chaman qui était dit leur grand vénérable qui les aidait à se débrouiller, qui leur apprenait qui leur transmettait sa sagesse. Mais sur Terre, ils sont privés de ça, du coup ils ne savent pas s'organiser et avancer, c'est pour ça qu'ils viennent nous demander de l'aide. Donc en fait, l'un des le principal aspect, enfin, le deuxième aspect principal du jeu, c'est toute la faune apparue sur Terre, donc des créatures, donc de toutes sortes. Donc l'idée en fait, c'est de permettre aux joueurs d'avoir, voici un exemple, donc avec un smartphone, donc dans la nature, on pourrait, grâce à un système de géolocalisation, découvrir par exemple ici un animal que les humains ont appelé un chien calot, donc qui pourrait être, comment dire, pisté. Ça pourrait permettre aux joueurs d'avoir un aspect naturaliste, de découvrir la nature, de se balader de plus en plus loin pour découvrir de nouvelles créatures. En fait, on a inventé un système de géolocalisation par rapport aux créatures. Donc, suivant le terrain où nous sommes, on verra apparaître différentes créatures. Donc là, par exemple, en forêt, il y aura cette créature-là. À la plage, il y en aura une autre. Si on allait en montagne dans la nuit, on verrait un autre type de créature. Les gars, on vous laisse 1 minute encore, parce que vous êtes presque à 10 minutes là. Le but, c'est de varier le plus possible l'expérience des créatures. Alors, sur le plan du transmédia, donc, tout le projet démarre avec une vidéo type de bluff qui présente une fausse application qui a pour but de voir avec des rayons X à travers les vêtements. Et en fait, la personne qui réalise
vitesse d'eau se rend compte que son smartphone, elle voit juste dès qu'il peut voir. Et donc le jeu l'interpelle et nous explique l'histoire que nous avons expliquée. Et à partir de ce moment, on se sent investi de la mission. Donc on a trois plateformes différentes, transmédia. Vous pouvez voir l'application smartphone console directement, une chaîne YouTube, ainsi que le site internet qui regroupe la communauté. Donc, au niveau de la cible, c'est principalement les jeunes, les gamers, qu'on va essayer de pousser à sortir grâce à notre jeu. Donc les principales fonctionnalités de l'application sont la géolocalisation, ça c'est important pour voir les créatures et la faune, et ainsi que l'inventaire, classique dans tous les jeux, qui permet de diversifier les actions, et un repérage d'autres jeux. Au niveau du site internet, il sera divisé en deux parties. D'un côté, il y aura un forum communautaire où les joueurs pourront discuter de leur expérience sur le jeu, dialoguer entre eux, et il y aura un chat avec des Kipéwa qui parlera de l'histoire, etc., pour avoir quelques précisions. Il y aura des articles écrits par des internautes sur leur expérience de jeu, sur ce qu'ils ont découvert dans le jeu pour les novices, etc. Il y aura aussi des galeries d'images qu'ils auront récupérées dans leur mission, etc. Comme s'ils étaient naturalistes ou historiens. Il y aura un système d'amitié entre les comptes des joueurs pour faire du troc, des rituels. Ensuite, il y aura aussi un prolongement de l'expérience de l'application avec du contenu additionnel, des maps via Google Earth, où on peut savoir à l'avance quel type de créature on peut trouver à tel endroit quand on va visiter, etc. Les joueurs pourront dire à d'autres où aller pour trouver tel genre de monstre, et ainsi de suite. Il y aura des mini-jeux pour les joueurs qui ont déjà l'application, avec la possibilité de jouer avec les créatures qu'ils ont capturées ou autres, et la BO du jeu à télécharger, qu'on pourra écouter aussi avec la géolocalisation en direct dans l'application. En fonction du lieu dans lequel on est, la musique change. Et enfin, pour finir, il y aura une chaîne YouTube avec des mini-webdocs sur la thématique de l'addiction aux technologies, présentée par des Kipéwa avec des interventions d'experts et des micro-trottoirs. Et il y aura la possibilité pour les internautes de nous proposer leur propre webdoc. Alors, nous sommes une agence de recrutement et nous envoyons des jeunes diplômés vers des entreprises en demande. Nous ciblons les étudiants en études supérieures et notre but est de les aider à s'épanouir, à trouver l'équilibre entre les trois piliers qui sont les études, le loisir et le bien-être. Donc pour ceci, on a créé une application développée sur les Google Glass et smartphone. Pour lancer notre projet, on va organiser un concours en fait, qui invite les étudiants francophones à se filmer en train de réaliser un défi. Les 100 meilleurs défis seront récompensés par une paire de Google Glass avec l'application déjà installée dessus, plus 5 autres qui pourront partager à leurs amis pour pouvoir jouer avec eux déjà directement. Les utilisateurs de l'application ont pour mission l'accomplissement de divers défis sur les trois thèmes, le loisir, le bien-être et les études. Et la réussite donc, de ces défis, ils auront des points qui pourront changer contre des lots réels comme un abonnement dans une salle de sport, ou des tickets de festival, du cinéma, etc. Alors, c'est bon, c'est déjà affiché. Voilà. C'est les visuels qu'on aura en fait en portant les lunettes, donc on verra ça. On a notre vision normale et les petits succès. Alors, on aura aussi également un site web proposant un système de classement. Il y aura des classements par catégorie, donc un classement bien-être, un classement études et un classement loisirs.
et aussi un classement général qui reprend les points de toutes les catégories. Et pour être bien classé dans ce classement, justement, il faut avoir fait des défis de 3 catégories de manière le plus équilibrée possible. Alors, tous les mois, au tout début du projet, les 5 premiers dans ce classement général se verront offrir une proposition d'emploi, de stage ou de formation dans une des entreprises qui collaborent avec nous. Alors, chaque utilisateur de notre application pourra se créer son propre avatar et aura son propre profil sur notre site web. Et donc, ce profil lui permettra en fait, de regrouper tous les défis qu'il a déjà réalisés. Et également, il affichera le petit diagramme ici qui montre l'évolution qu'il a dans les différentes catégories. Donc, le but est d'être le plus équilibré possible entre les trois. Et du coup, ce diagramme, ça pourra permettre aussi aux entreprises de regarder et de recruter directement les étudiants qui ont un profil qui les intéresse. Donc, notre site web offrira également la possibilité aux utilisateurs de proposer de nouveaux défis. Ces défis donc, proposés seront soumis à un vote de la part de la communauté. Les propositions recueillant le plus de votes seront soumises à notre équipe de modération et pourront par la suite être intégrées à la liste des défis à réaliser. Concernant les défis, le joueur en réalisera certains sans s'en rendre compte, par exemple effectuer 1000 pas. Et à ce moment-là, les Google Glass vont afficher une notification comme quoi le joueur a réussi un défi. Pour d'autres, c'est le joueur qui, en allant sur le site web, regardera la liste et dira aujourd'hui je vais faire tel ou tel défi. Et enfin, il y a les Google Glass permettront de prévenir le joueur lorsque des défis à accomplir se trouvent proche de l'endroit où il se trouve, par exemple aller visiter un certain musée. Les différents médias que nous allons utiliser sont surtout donc, les Google Glass et le smartphone, qui permettent de repérer et de valider les défis. Ils vont aussi afficher les notifications des défis réussis et les notifications des défis qui sont proches. Et ça permet aussi de faire une photo lorsqu'on a réussi le défi. Ensuite, il y aura comme support donc notre site web qui permettra de créer un profil et un avatar, de consulter la liste des défis disponibles qui sont encore à réaliser, d'afficher les différents classements et de proposer des défis, de voter aussi pour les défis proposés et également d'avoir des rappels des événements qu'on organise. Nous serons présents donc, sur Facebook pour pouvoir organiser déjà des événements, par exemple pour rassembler les gens, pour qu'ils fassent des défis de groupe, mais également pour les utilisateurs, pour qu'ils puissent envoyer des invitations de défis à leurs amis. On sera également présent sur Twitter donc, pour pouvoir déjà s'abonner aux autres utilisateurs et suivre leur évolution, et également pour partager aussi les photos des défis réussis. Et on sera également présent sur Snapchat parce que là les utilisateurs pourront envoyer très rapidement à leurs amis les photos des défis réussis et en y ajoutant parfois un message pour les défier à leur tour et les inviter à jouer aussi. Alors bonjour à tous, nous sommes Léa Remchinek et on va vous présenter notre projet qui s'appelle Retour. On va commencer par un petit vidéo de présentation. Alors le synopsis du concept, donc, on va suivre un groupe de 6 jeunes musiciens qui ne se connaissent pas encore et qui vont devoir surmonter leurs confrontations et leurs problèmes entre eux
afin d'accéder à la loi. Donc Rock2Geek serait une série familiale qui vise plus précisément les musiciens, qu'ils soient débutants ou professionnels, les maisons de disques, du genre 62 Children Cops, les adolescents, les hommes en crise de la quarantaine. Non. Dans la présentation des personnages, il y aura d'abord le batteur, Yann, qui a d'aspect brut, a en fait un cœur d'or et apprend un passé assez flou, il reste très discret sur son passé. Il y aurait Christian, le bassiste, qui est issu d'une famille chrétienne, et sa mère est décédée lorsqu'il avait 12 ans. Son père, à ce moment-là, lui offre une basse à ce moment-là pour le changer d'esprit. Et ce sera une révélation pour Christian, qui à ce moment-là croit la réincarnation de sa mère en sa basse, créant ainsi une relation super étroite et malsaine avec sa basse. Il y aurait Alphonse, le claviériste, si je retrouve cette biographie, il est très discret, il se dévoile très peu. Les seules fois où il se dévoile, c'est à travers sa musique. Ses parents l'ont initié très tôt au solfège et au piano, et il a une maîtrise donc parfaite de son instrument d'électronique, et il a une formation classique, mais une tendance très penchée pour l'Europe. Et il y aurait aussi la chanteuse, qui elle serait issue d'une famille bourgeoise. Elle aurait toujours ce qu'elle désirait sans savoir ce qu'elle voulait vraiment. Elle aurait un caractère de brute et une apparence froide, mais en fait serait très sensible et protectrice. Et elle aurait un dégoût pour les hommes causé par un viol qu'elle a subi étant enfant. Il y aurait le premier guitariste, qui serait le grand frère du deuxième guitariste, qui suivra après. Et il serait donc vaniteux, ambitieux et limite vicieux. Il serait prêt à tout et à écraser les autres pour arriver à ses fins. Et ses fins seront donc la notoriété et la reconnaissance. Et son amour pour son frère est à la fois sa force et sa faiblesse. Et le deuxième guitariste, qui est donc le petit frère du premier, qui est le deuxième guitariste qui s'appelle Renat, a toujours vécu dans l'ombre de son grand frère et elle a toujours suivi dans de telles affaires. Il est pourtant plus réfléchi, plus terre à terre que son grand frère, mais fort influencé par ce dernier. Donc pour l'histoire de base, ce sera donc Johnny Dillinger, un riche producteur américain expatrié en Belgique, qui décide de se lancer dans un projet plein d'ambition. Il veut former un groupe de rock qu'il composerait lui-même de 6 jeunes talents qu'il aurait recrutés aussi, et qu'il aurait repérés à travers toute la Belgique, et qui ne se connaisseraient donc pas le moins du monde. Et c'est le cas donc de nos 6 héros, Kiki, Al, Ty, Rick, Matt et Chris. Et ils se verront très vite sortis de la rue, produits, financés et lancés sur la route de la gloire par le producteur Dillinger. Et pour ce faire, ils devraient atteindre un but, monter sur scène de Rock Werther, le plus grand festival de rock de Belgique, et ce, en tout juste un an. Mais dès le départ, la cohésion du groupe est mise en rude épreuve, les caractères difficiles et les différents membres du groupe sont en compétition. Aucun d'entre eux n'est du genre à se laisser marcher sur les pieds. Le projet est pour chacun d'eux une chance inestimable et ils vont devoir s'entendre pour ne pas retourner dans la rue. Ils vont devoir passer par des séances de répétition, des concerts dans les vieux bars, des premières parties de groupes de rock. Et la route sera longue et semée d'embûches pour atteindre leur sommet. Donc pour le schéma transmédia, donc on essaiera de commencer notre projet par un buzz de lancement, qui sera une sorte de flash mob. Je dis une sorte de flash mob, car le flash mob normalement c'est de la danse, mais là ce serait donc le groupe de rock qui se mettra en scène, donc il y aurait un joueur qui commençait à jouer d'un côté, puis un deuxième qui s'amène de l'autre côté, jusqu'à ce que ça reforme le groupe, de sorte à créer le buzz. Tout ça en partenariat avec une radio qui nous aidera à faire parler du buzz aussi. Et donc tout ça pour assurer la promotion de la série télé, qui sera notre média principal. Une sorte de sitcom à la Friends, comme on vous l'expliquait tout à l'heure, format 26 minutes. Et donc cette série sera déclinée après en BD didactique, donc une BD qui permettra d'apprendre de façon ludique les musiques du groupe. On reviendra un petit peu plus en détail là-dessus après. On aura aussi donc, une application smartphone et un site officiel. Et donc, à partir de l'application et du site officiel,
Sera accessible un concours musical, des liens vers les réseaux sociaux et des épisodes bonus. Alors le concours musical, on voulait essayer de permettre aux gens qui veulent participer de vivre un peu la même expérience que les personnages de la série. Donc en fait, on commencerait par des pays francophones au début, genre France, Belgique, voilà. Et les gens qui veulent participer enverraient une musique ou une composition qu'ils auraient fait sur le site, donc via l'application, via le site. Il y aurait une présélection pour éviter qu'il y ait des gens trop mauvais qui soient là. Parmi les meilleurs, après, ils seront répartis en fonction des catégories de genre de musiciens, donc guitaristes, bassistes, comme dans le groupe. Et aléatoirement, ils seront répartis dans les groupes de 3 à 6. Donc ils formeraient des groupes avec des gens qui ne connaissent pas, donc comme dans l'histoire de la série. Et enfin, il y aura un système de vote pour, permettant aux utilisateurs de voter pour le groupe qu'ils préfèrent. Et le groupe qui aura le plus de votes apparaîtra dans la série, dans le dernier épisode, le concert final. Voilà. Sur les réseaux sociaux, il y aura un Facebook, Twitter, voilà, comme tout le monde. Et en fait, sur Facebook, on instaurerait un système de chat entre les membres de la série et les utilisateurs. Vous avez déjà passé les 5 minutes, il faut accélérer un peu. Et enfin, il y aurait des épisodes bonus. D'ailleurs, dans la série télé et dans les épisodes bonus, les membres du groupe parleraient d'un site qui sera en fait un site annexe pour les vrais fans, où il y aurait du contenu supplémentaire, genre des vidéos backstage, de répétitions, un truc comme ça. Et enfin, il faut organiser à la radio des mini-concours et sur les réseaux sociaux, il y aurait des mini-jeux qui permettraient de gagner des cadeaux, et tous les cadeaux en fait seraient des objets ou des trucs en rapport avec la série ou qui seraient apparus dans la série. Alors voici des exemples de visuels pour l'aspect graphique de la BD didacticielle, enfin didactique plutôt, pour montrer à quoi ça ressemblerait. Ça permettrait aussi, la BD didactique, ce serait une sorte de mallette, une sorte de livre, mallette, qu'on puisse transporter partout, de portable donc, qui s'ouvre comme une mallette et qui aurait une sorte de clavier, on n'a pas eu le temps de faire un visuel, désolé, une sorte de clavier intégré dedans, et donc avec la BD, tout ce qui serait BD, donc plus tutoriel, avec la page du haut, ce serait les partitions pour apprendre à jouer les musiques du groupe. Voici le visuel pour l'application. À partir de là, les gens qui l'auront téléchargé pourront accéder à des épisodes bonus, pourront accéder au concours où ils pourront voter, ils pourront écouter des mises à jour, voir le classement, s'y inscrire, uploader des musiques si eux-mêmes ils participent au concours. Ils pourront aussi accéder aussi à des mini-jeux en rapport avec la série et la musique. Voici aussi le visuel du site internet, où c'est un peu aussi comme... du coup, il y aurait des news qui parleraient des événements, parce qu'en fait, dans chaque fin d'épisode, il y aurait un concert. Et le concert, en fait, on a aussi pour but qu'il soit fait en vrai, mais que ça soit quand même l'épisode final de la série, avec aussi les dates des projets de musique et puis des tours. Bonjour, donc nous sommes le groupe Dead Fiction et nous allons commencer par vous présenter notre projet Castini au travers d'un teaser.
Alors, Castini, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un projet qu'on a lancé tous ensemble. L'histoire, c'est 5 personnes qui sont enfermées dans la citadelle, ça se passe aujourd'hui, de nos jours, et ils doivent suivre une suite d'énigmes et de problèmes pour arriver jusqu'au prisonnier qui doit les libérer. Ces 5 personnes ne se connaissent pas, au début de l'histoire, ils ne savent même pas qu'ils sont ensemble, et il va y avoir donc des énigmes à résoudre, des luttes entre eux, peut-être des alliances, tout ça va être défini au fur et à mesure et en grande partie par le public. Donc leur objectif est, comme j'ai dit, d'atteindre le prisonnier. Qui est ce prisonnier? C'est une personne qui était un joueur aussi avant. C'est-à-dire que lui aussi a fait le jeu, lui aussi est arrivé au bout du jeu, mais en fait, la dernière partie du jeu, c'est aussi une énigme, c'est qu'il doit à son tour choisir des personnes qui vont à nouveau jouer, et le gagnant de ces nouveaux joueurs va prendre sa place et il sera libre. Donc c'est quelque chose qui pourra rouler presque indéfiniment. À chaque fois, la personne qui va réussir va être à nouveau le prisonnier et va à nouveau appeler d'autres personnes pour les appeler. Pour communiquer, donc comme vous avez vu, ils ont un bracelet au bras. Seulement une communication, c'est que voici. Communication orale. 55 francs, t'es cassé. Communication orale où le prisonnier donc, va communiquer avec ces personnes à travers d'énigmes. Il ne leur parlera pas directement, il leur parlera à travers d'énigmes. Oui, donc voici le logo donc, qui représente l'esprit du jeu. En effet, donc, les lettres représentent un personnage, chaque lettre représente un personnage et ils sont tous enfermés en fait dans la lettre C qui représente en fait des murs d'un château. Donc le projet vise surtout les fans d'histoire et de citadelle. On a donc le site de Citadelle de Namur qui comprend 2584 fans, ainsi que les fans de Mines et de Castel, qui se réunissent sur le site Forum Unique, qui comprend 1430 membres, et aussi les fans de science-fiction qu'on peut trouver sur le site Allociné. Et donc, l'originalité dans le projet, c'est de pouvoir faire participer le public, les spectateurs, avec les héros, et en fait de les faire gagner, de les permettre de gagner le jeu, à travers divers systèmes que l'on a mis en place, notamment Facebook. Alors au niveau de l'ambiance générale, donc on a une ambiance qui penche entre le film d'horreur pour le côté noir et sombre, et une ambiance assez médiévale fantastique, grâce notamment à la citadelle. Donc au niveau de toute la partie transmédia, tout sera concentré à un seul site qui regroupera la web série qui sera chaque épisode sera de 10 minutes maximum. Il y aura une publication d'épisodes toutes les 2 semaines, qui sera alternée la semaine suivante d'une page de BD, ce qui nous permettra d'alterner une semaine un épisode et l'autre semaine une page de BD qui reprendra l'histoire du maître du jeu. Voilà. On aura aussi des mini-épisodes de 10 secondes qui seront publiés aléatoirement au fil de l'histoire, comme vous avez vu dans le teaser où un personnage parle au niveau de la caméra, on voit une image un peu avec un peu de bruit. C'est ça qui sera les mini-épisodes. Et aussi qui comportera les communications envers la communication entre la communauté et les héros via un système de contact. Ce qui permettra d'aider son héros préféré, éventuellement de le faire gagner au jeu. Le site comprendra aussi les différents onglets pour une bonne construction. Donc pour le site web, comme vous voyez, on a vraiment tout détaché, l'accueil, la série, les BD, les épisodes courts,
les énigmes que les personnes pourraient répondre, les votes et le forum où ils pourront discuter entre eux. Donc c'est une construction assez comme ça, où la page d'accueil sera vraiment une type de présentation et chaque onglet après reprendra les différentes parties du projet. Donc on a créé une bande dessinée. Dans ces bandes dessinées, on y voit l'aspect graphique des personnages, des créatures ainsi que des décors. C'est une BD donc, de style européenne. Et ici, donc, elle est en noir et blanc, mais normalement nous la ferions en couleur. Enfin, elle sera en couleur. Donc cette BD elle permet de voir donc, le personnage avant qu'il ne soit capturé. Afin qu'on s'attache au personnage et qu'on découvre aussi les secrets du jeu. Alors Marie parle d'attachement au personnage, et justement le rôle du public est primordial, car le public peut soutenir le héros auquel il s'attache le plus, donc va en quelque sorte décider quel héros va finir vainqueur. Alors comment l'aider? Il peut l'aider à résoudre des énigmes et des mystères, donc en allant voir des informations sur des sites, etc. Et en allant voter pour son personnage favori, évidemment. Et donc le public d'internautes a vraiment un réel pouvoir décisif sur la fin de l'aventure. Voilà. Bonjour à tous. On est là pour présenter le projet Nawaklandia. En fait, Nawaklandia, c'est quoi? C'est une web série qui est reliée à un jeu qui fait la promotion des vertus d'un parc d'attractions. Voilà. En effet, dans le monde loufoque de Nawaklandia, Cliff et Earl, deux amis, se mettent à la quête de Nawak, l'esprit de l'argent, qui est aussi malheureusement convoité par Dolphinsky, un dauphin diabolique, qui veut détruire le bonheur des enfants. Alors, le public visé, c'est les enfants de 8 à 10 ans. Plus précisément, c'est ceux qui font partie de la communauté des sites protégés de jeux tels que jeuxvideo.com et Géographie. Mais aussi les enfants qui aiment les dessins animés sur Cartoon Network et autres chaînes pour enfants. Alors, pour le monde graphique, ceci c'est un plan de l'univers Nawaklandia. Alors, ce sera un cartoon très coloré et très réaliste. Ici, vers le haut, on voit le château suspendu du professeur de Finsky. Ensuite, ici, on voit les ruines du temple de l'esprit Nawak. Et autour, il y a encore plein d'autres dieux, ainsi que nos deux héros vont faire de... Donc ça, c'est un exemple de décor. Et ça, ce sont des univers desquels on pourrait s'inspirer. On s'est inspiré et c'est le même principe. Vous allez trop vite. Oui, là, ça a été, j'ai pas eu le temps de voir. Ça, oui, d'accord. Et celui d'avant, le château. Voilà. Ça, c'est le vôtre. Hein. Ça, c'est le vôtre. Ça, c'est votre décor. Voilà, ça, c'est le vôtre, d'accord. C'est le château du Dauphin. C'est le château du Dauphin. Ouais. Du professeur Dolphinsky. D'accord. Oui, pas du dauphin. Ouais. Avec un magnifique. Ok. Les héros de cette histoire se composent d'un duo comique que voici. Donc Cliff le fennec et Earl le crapaud sont deux meilleurs amis férus d'aventure depuis toujours. Un jour, alors qu'ils partent en expédition dans des ruines, ils découvrent l'existence de Nawak, l'esprit Nawak, qui peut réaliser leur vœu le plus cher. Cliff, intrépide et courageux, décide de se lancer immédiatement à sa recherche, tandis que Earl, un peu plus peureux, le suit tout en étant terrorisé à l'idée des dangers qu'il pourrait rencontrer. Pendant ce temps, le professeur Dolphinsky, qui est donc un dauphin diabolique, c'est vraiment un dauphin. prépare un plan machiavélique qui vise à nuire aux enfants. Pour cela, il a besoin donc de capturer Nawak, qui est l'esprit de la joie. Et il est secondé par son armée de poules stupides et complètement dociles. Et il va tout mettre en place pour arriver à ses fins. Il va donc remuer ciel et terre pour trouver Nawak, qui est un esprit fou à l'aspect d'un pain au chocolat. Alors, la promotion de notre projet débutera par un event improbable organisé en France et en Belgique.
À la sortie de certaines écoles, quand les parents vont rechercher leurs enfants, on va organiser un lâcher de poules dans une zone prévue pour l'occasion. Alors, le but étant justement de percuter les esprits, d'étonner, de surprendre, pour ensuite, une fois qu'on aura capté l'attention, les diriger vers les affiches qui seront aussi présentes, les affiches qui auront un message clip participé sur nawaklandia.com et aider Cliff et Earl à contrer l'invasion, à survivre à l'invasion des poules. Parallèlement à ça, il y aura une promotion qui sera faite par des pubs télé pour la web-série et dans des magazines jeunesse type Spirou, tout ça. Donc ils vont vers la web-série. Sur le site internet, les enfants pourront trouver le premier épisode de la web-série. Elle sera de format court, environ 13 minutes, et 104 épisodes. Ils seront diffusés le lundi, mercredi et vendredi. Les épisodes du vendredi seront laissés inachevés, laissant les deux héros face à une problématique. Celle-ci pourra être résolue par les enfants grâce à un jeu présent sur le site. Pour ceci, ils devront s'inscrire et personnaliser leur propre avatar. L'avatar du joueur ayant fait le meilleur score apparaîtra par la suite dans la série de l'épisode qui sortira le lundi. Sur le site, les enfants pourront aussi retrouver les épisodes déjà diffusés, tous les jeux ainsi que le classement des meilleurs scores. Et enfin, le dernier épisode de la série donnera rendez-vous aux enfants pour qu'ils puissent découvrir le vœu de Cliff et Earl qui a été exaucé par Nawak, c'est-à-dire un parc d'attractions, dans lequel les enfants auront l'occasion de vivre en grandeur nature les aventures de leur héros. Et les 10 meilleurs joueurs des jeux en ligne auront la chance de gagner un pass d'accès annuel au parc pour 10 personnes. Voilà. Dans le royaume d'Algébrie, la paix est assurée par les chevaliers de la table de multiplication. Au nombre de 10, ils protègent ensemble leur relique sacrée. Un jour, le chevalier Zéro, las d'être pris pour un moins que rien, décida de s'emparer de la relique, le sceptre de multiplication, afin d'accroître sa puissance. Grâce à cette nouvelle arme, il peut multiplier les autres soldats chiffres par lui-même et ainsi créer une armée de zéros à son image. Toujours insatisfait, il protège de mettre la main sur la relique perdue de la division dans le but d'obtenir le pouvoir ultime, la division du monde par zéro. Les chevaliers désemparés sont impuissants face aux traîtres. Cependant, une légende annonce la venue d'un être élu, possédant le grand pouvoir de mathémagie pour sauver l'Algébrie du sombre zéro. Devient un grand magimaticien et vient en aide aux chevaliers de la table de multiplication pour déjouer les mauvais tours du chevalier noir zéro. Les chevaliers de la table de multiplication est un outil pédagogique et ludique destiné aux élèves de 12e cycle primaire, donc de 8 à 10 ans. Le programme s'étale sur une durée de 2 semaines et permet la révision des mathématiques. Le projet consiste essentiellement en une application interactive. La classe est munie d'un écran principal et chaque élève se verra distribuer une tablette tactile qui sera connectée à l'application. Ensuite, chaque module d'exercice se déroule en fait en 3 étapes. La première étape que nous voyons, c'était un court dessin animé projeté sur l'écran principal qui explique le problème, donc qui expose les personnages du dessin animé à un problème mathématique que les élèves devront aider à résoudre. Ensuite, chaque élève reçoit sur sa tablette des exercices et en résolvant ces exercices qui eux-mêmes se passent dans l'univers des chevaliers pour rendre la chose plus amusante, en résolvant ces exercices, il faut inventer une barre de progression sur l'écran principal. Et lorsque la barre de progression atteint son maximum, donc tous les élèves ont
terminer leurs exercices, le dessin animé peut reprendre et la solution, donc la solution au problème des chevaliers se régler. Alors chaque élève qui est l'élu possède son propre avatar, qui pourra créer une fille, garçon avec des accessoires, etc. Et résout les différents tableaux d'exercice grâce à ses pouvoirs d'opération mathématique. Vu qu'il est l'élu, il a tous les signes qu'il pourra utiliser, etc. Donc on va montrer quelques exemples d'exercices qu'on a imaginés pour le... Donc ici on a le ravin, par exemple les soldats chiffres sont coincés dans le fond du ravin et l'enfant doit mettre le bon symbole pour empiler les soldats et arriver ainsi au-dessus du ravin. Et si on peut imaginer une variante avec un chrono par exemple, où s'il ne va pas assez vite, le méchant 0 supprime une ligne, il va recommencer une partie suivante. Ici la rivière, tout le même principe, où ils doivent traverser la rivière et ils doivent ajouter un nouveau soldat de chiffres qui correspond pour aller au-delà. Ici la porte, avec un code secret au-dessus de la porte, et ils doivent utiliser chaque chiffre et chaque symbole à disposition pour arriver à ces fins. Et donc chaque élève ouvre un petit peu plus la porte, à 100%, ils vont au-delà de la porte. Et ici c'est la forge où c'est un exercice purement visuel basé sur les formes géométriques. Et donc ils doivent reconstituer une arme, une baguette magique, etc. Sur l'enclume. Et voilà. Voilà, donc essentiellement le projet donc, tourne autour de l'application et autour de cette application seront développés plusieurs autres médias, notamment un jeu de cartes pour les enfants, pour à collectionner, non pas un jeu de 52 cartes, pardon, donc de base avec As, trèfle, tout, mais avec en plus des cartes supplémentaires et des règles additionnelles pour pouvoir encore une fois jouer avec les mathématiques et continuer l'expérience même dans le cours de récréation par exemple. Et on aura également un site web qui servira de promotion du projet complet et également de portail communautaire, surtout pour les parents et les parents d'élèves, voilà, et les professeurs, un outil qui faciliterait la communication entre les deux. Donc sur ce portail, les parents auront également un compte qui leur permettra d'avoir accès aux résultats de leurs enfants et ainsi également de donner des exercices encore une fois dans l'univers des chevaliers ludiques aux enfants pour encore une fois prolonger l'expérience même jusqu'à la maison. Voilà. Et enfin, au terme de tout ce projet, l'élève se verra attribuer un diplôme physique du grand mathématicien. Nous sommes le groupe des Barbies et nous allons vous présenter notre projet transmédia qui s'appelle Les Errants. Alors ça sera un jeu en réalité augmentée qui s'accompagnera d'une bande dessinée. Les résultats du jeu permettront de changer le cours de la bande dessinée. Donc chaque fois les participants pourront vraiment s'impliquer dans ce qui se passe. Et le principe c'est de faire un jeu de piste pour récupérer des points clés qui leur permettront de modifier le cours d'une guerre qui se passe dans un univers parallèle. Et donc on comptait toucher les communautés de jeux de rôle grandeur nature. Il y a un forum belge qui compte 2400 membres. Les joueurs de jeux vidéo de fantasy, de jeux de rôle online ou de plateau, et également les lecteurs de comics qui sont familiers avec ce genre de format qui se publie au fur et à mesure. Et donc voilà, il y a des forums de fantasy qui comptent entre 1000 et 5000 membres, des groupes Facebook qui comptent jusqu'à 3000 membres, et ça fait tout un tas de petites communautés qui sont susceptibles d'être intéressées. Donc Gaëlle va vous expliquer le fonctionnement du projet. En fait, c'est un peu l'univers de notre projet. C'est un monde fantastique qui s'appelle Hera. Sur cette planète, il y a des petits personnages qui s'appellent les opales.
Donc eux, ils utilisent... à côté de ça, il y a d'autres petits personnages qui s'appellent les Onyx. Donc les opales, eux, utilisent plutôt la magie. Ils sont alimentés par des cristaux. Et les Onyx utilisent plutôt des armes pour se défendre et sont plus dans tout ce qui est mécanique, outils, etc. Donc ici, les Onyx vont venir pour détruire les cristaux pour qu'ils utilisent la magie, en fait. Enfin, pour que les opales n'utilisent plus la magie. Du coup, il va falloir que les opales trouvent un système de... Enfin, ce sont tous des portails, en fait, qui doivent ouvrir à l'aide de petits catalyseurs pour pouvoir redonner à leurs cristaux plus d'énergie et les protéger. Donc évidemment, avec ça, les ennemis sont un peu embêtés. Du coup, ils vont devoir aussi, grâce à des catalyseurs, refermer les portails pour détruire donc, de nouveau l'énergie des cristaux. Mais bon, les portails, s'il y a une entrée, il y a forcément une sortie qui est la même, donc qui est fermée si le portail est fermé. Et cette sortie se trouve sur la Terre. Voilà. Et donc sur la Terre, il y a des humains. Donc les humains, à l'aide de leurs iPhones ou leurs iPads, ils les utiliseront aussi comme catalyseur pour soit ouvrir les portails ou les fermer. Voilà. Voilà, dans l'univers des rats, en fait, il existe une énergie qui ressemble à la magie, donc comme on vous l'a expliqué avec les cristaux. Et l'Empire a en fait détruit déjà des portails et a reçu des petits personnages, enfin les opales, jusqu'au désert. La magie a un intérêt offensif pour ceux qui s'en servent, donc ils peuvent riposter contre les attaques de l'Empire. Mais pour que les cristaux soient actifs, il faut ouvrir des portails dimensionnels disséminés un peu partout. Plus il y a de portails ouverts, plus les cristaux pourront libérer beaucoup d'énergie. Et plus les cristaux sont puissants, plus les habitants des rats pourront développer une sensibilité à leur pouvoir et apprendre à s'en servir. Donc en gros, en ouvrant les portails d'un côté, ils pourront donc libérer de la magie pour aider les opales à gagner plus de pouvoir pour essayer de reconquérir leur petit monde. Et à l'inverse, les Onyx, s'ils ferment des portails, gagneront eux en puissance contre les Onyx. Donc là, voilà à quoi ressemblent les cristaux. Ils sont plus ou moins cachés sur la planète, donc que ce soit dans les déserts, donc, ou dans des forêts, et dans tout le monde. S'il vous plaît. Donc à gauche, on a les Onyx qui sont plutôt ambitieux, qui sont plutôt vifs et plutôt impérieux, très organisés ensemble comme une armée. Et à droite, les opales, ils sont plus discrets, plus pacifiques et ils sont des maîtres du camouflage. Et donc le camp des Onyx a monté un coup d'État. Et donc maintenant, ils essayent d'étendre leur domination sur les opales en les chassant au fur et à mesure. Et donc comme les opales sont un peu plus discrets, ils ont préféré fuir d'abord plutôt que de riposter. Et du coup, ils se retrouvent coincés dans le désert avec un cristal qui leur reste et un portail. Et donc c'est là qu'on intervient et qu'il va falloir les aider. Alors, quelque chose, les médias seront... Il y aura 2 BD faites séparément, disponibles en format papier ou e-book, qui suivront chacun des camps en fait. Une BD qui prendra le côté des opales et une BD qui prendra le côté des Onyx. Ce qui fait qu'il y aura deux trames qui seront reliées ensemble avec des personnages principaux de chaque côté qui avanceront. Et donc les médias qu'on utilisera pour ce qui est fermé, ouvrir le portail, ce sera donc les iPhones et les tablettes via un jeu de réalité augmentée. Sachant que dans la BD, il y aura des lieux qui ressembleront aux nôtres en fait. Et donc ce sera un peu un jeu de piste comme ça qui pourrait être à travers le monde où les gens pourront essayer de trouver des lieux similaires et à partir de là le principe du réalité augmentée se fera et ils pourront ouvrir les portails ou les fermer. Donc tout ça sera mis en cohérence sur un site qui montrera une carte avec l'avancée des fronts en fait, des 2 camps sur la carte et également le système de points des portails ouverts ou fermés parce que plus il y a de portails ouverts aux côtés de rebelles, plus ils gagneront de points et l'Empire aussi de son côté mais donc en fait, c'est celui qui aura la majorité des portails ouverts qui gagnera. Donc ça sera fait sous un projet d'environ 2 semaines. Et à partir de là, les 2 BD avanceront. Et c'est le camp qui a gagné le plus de points, en fait, qui aura un avantage de puissance ou stratégique sur l'autre. Et donc l'histoire avancera en cette fonction-là de quel camp avance le mieux dans l'histoire. Et
De cette façon, on voit comment l'histoire gagnera. À la fin, au bout de quelques mois, le projet prendra fin. Et à partir de là, un film sera fait, en fait, qui sera la conclusion, qui réunira les deux BD au final, et donc tous les personnages qu'on a suivis jusque-là, autant dans les deux histoires, ça les réunira en une histoire commune, qui bouclera la fin, donc qui aura gagné ou qui aura perdu, ça tout dépendra de comment ça a progressé. Et donc cette conclusion sera via une projection et avec une distribution de produits dérivés, comme des peluches, aux personnes qui ont participé au projet.